semaine, très heureux de vous retrouver et de naviguer avec vous, pas en eau trouble, hein, rassurez-vous, en eau douce, en compagnie de toute l'équipe. Annie-France, Marie-Dominique et la présence très remarquée de Eunice Zounon, a.k.a. Bouche Pointue. Ah ouais, c'est le grand retour, hein. Ah bah oui, hein. Retour triomphal, si on peut le dire. Ah bah oui, hein, tu sais, j'ai fait Paris, là. Ah ouais, hein. Ah Ça a bah été, ouais, hein. ah ouais, T'as été sur les champs? Ah ouais, j'étais Moi, sur les champs. on va dire wesh. Ah bah wesh, hein. T'as pas été au champ, hein, sur les champs? Non, sur les champs, avec Élysée et tout, on s'est baladés. Ah ouais, avec Élysée. Ah bah, c'était génial. Ouais, ça fait Champs-Élysées, pour ceux qui l'auraient pas compris. Annie ne comprend pas vite, donc elle n'a pas vu. Non, j'ai pas compris pourquoi le wesh. Ça va bien sinon? Ah bah oui, ça va très Bah, Fouca, Fouca toujours. Voilà. De l'énergie, de la dynamique. Bah, laisse-nous le soin de te féliciter hein, pour cette belle union. On n'a pas eu le temps de le faire de façon officielle. C'est l'occasion pour nous de te féliciter et de t'applaudir. Franchement, ouais, de t'applaudir et de souhaiter à cette union le bonheur, la longévité et surtout la santé. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous allez bien, j'espère? Mais tout va bien. Vous allez bien, j'espère? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu, c'est le plus important. Yann Cédric également de la partie. Yann Cédric, applaudissez-le, voyons. Alors, il mérite. Ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien. Nous vous saluons comme d'ordinaire. Je salue Lucie Kwame et Akissi Viviane Indri qui nous suivent depuis le début. Merci beaucoup, belle dame de suivre PPLK. Je salue Sephora Kernel et Madame Léandre sur Facebook. Amour vrai, je vous embrasse et restez toujours connectés sur PPLK. Vous avez le même ton. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Jeanne. Ok, c'est pas plus mal. Alors, il y a une autre qui nous suit depuis très longtemps aussi et qui a réclamé son coucou. Ben voilà. Ah ouais. Là, hein, Marie-Noël Hachi. Merci beaucoup d'être là depuis le début. Et puis, on fait un gros coucou à Ferdinand Nanongo Silwe. Merci. Alors moi je suis avec Alex Nguessan qui nous suit depuis la commune de Yopougon et Manuela Gbizier. Merci de nous rester fidèles et heureux âge additionnel à toi. Voilà, ça veut dire joyeux C'est dit, anniversaire. c'est dit. Pour ceux qui n'ont pas compris, C'est dit, c'est ça. c'est dit. Tout simplement. Allez, en tout cas, merci d'être avec nous, d'être aussi nombreux et de nous suivre sur les différentes plateformes. Allez, impatients nous sommes de découvrir les secrets livrés par cette fameuse boîte noire nommée ou prénommée Andy. Nous sommes assurément à la fin de la semaine. Des vibrations au son du zouglou nous feront bouger et pour ce faire, l'équipe reçoit Andy la boîte noire. Telle la pièce maîtresse d'un avion, Andy viendra confirmer sa suprématie dans le zouglou décalé. Il répondra aux questions de nos polémistes maison sans oublier la question Modia. Restez en ligne. Parlons de notre invité. C'est avant tout un chanteur zouglou qui débute sa carrière en 2006 en proposant un maxi-single intitulé, attention Ruby, avec le fameux titre Maribel. 2 ans plus tard, c'est le retour de la joie, un album qui décide de produire en France et par la structure à cœur de cible. Plusieurs autres œuvres discographiques meublent cette carrière qui est la sienne. De retour au pays depuis 6 années d'absence. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous pour ce numéro de PPLK. Merci de recevoir, s'il vous plaît, le talentueux Andy, la boîte noire, qui arrive. Ouais. Moi je vous salue, Azao. Merci. Nous aussi nous te saluons Andy. Ah ouais. Dès que j'ai entendu cliquetage, j'ai failli dire pam pam. C'est comme un réflexe. Comment ça va Andy? Ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Ça faisait un moment qu'on ne te voit plus sur les scènes ivoiriennes et même au pays. J'étais plus au pays depuis un moment. J'étais en France. Ouais. Et comment ça se passe là-bas, la vie en France? Qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu es toujours l'artiste ou la belle promesse du zouglou que tu étais il y a de cela quelques années ici? Ouais, parce que c'est le zouglou qui m'a fait partir en France. Je suis parti en France pour chanter. À la suite de ça, je suis resté là-bas pour des raisons personnelles. Tu sais qu'ici on dit tout, hein, personnel là.
Bon, voilà. Moi, La Calais, c'est pas ça là. Bon, en général, quand on va en France, sur le billet, c'est mis aller-retour. Du coup, si tu n'es pas revenu, c'est que tu es resté. Calais. C'est ce que vous appelez Calais. Qu'est-ce que nous appelons? Là, il a fait un biali. Allez, on saura tout sur la carrière de ce garçon, sans oublier bien sûr ses perspectives. Andy, pour ceux qui l'auraient oublié, c'était avant tout et ceci. Nous avons retrouvé la boîte noire du Zouglou. Ouais. On va voir ce qu'il y a dans cette boîte et puis ce qui s'est passé entre-temps. C'est ça aussi le but d'une boîte noire. Alors Andy, pour ceux la nouvelle génération surtout qui te découvre dans cette émission ou de plus en plus dans les médias, comment tu te définirais personnellement? Bon, je me définis en gros comme le concepteur du Zouglou décalé. Le Zouglou décalé, Ouais. concepteur du Zouglou décalé. Ouais, parce que je suis l'auteur de la chanson Marie-Belle à l'époque. Ouais. À l'avènement du coupé décalé, les Zouglous étaient à la hâte, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était chaud, les Zouglous n'avaient plus de scène parce que le coupé décalé était vraiment puissant sur le terrain. Et avec tout le respect que j'ai pour tous les Zouglophiles, il fallait trouver une autre stratégie pour remettre le Zouglou sur scène. D'où je suis rentré dans les cabines pour devenir un DJ à Talakou, mais en Zouglou. Ah. Et aujourd'hui, ça a donné la route à beaucoup de chanteurs qui sont aujourd'hui des superstars. Tout à l'heure. Entre autres, Ouais. comme qui par exemple? Ouais. Je peux citer plein de chanteurs, Atito Bataille, à Bongo, tout ça. Ouais. Cette créativité musicale a permis à ces gens-là aussi Ils te doivent bien ça. de trouver un chemin, tu vois. Ouais. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le dis. Et ça a beaucoup de fierté aussi. D'où je faisais des atalakou sur des instrumentaux. Mais parlons de chemin justement. Pourquoi on a l'impression que tu t'es perdu en chemin? Mais non. Tu as tracé le chemin. Et tu as disparu. Finalement, le chemin même, c'est les autres qui Les chemins qui après. suivent. Le chemin même est étonné. Non, chemin suit. Non, c'est pas J'ai ça. plus soif. C'est pas ça. Dans la vie, chacun a son étoile et chacun a sa chance et Ouais. chacun a son destin. Ouais. Tonton David, ça. Ouais, tu peux construire une maison, et puis paf, tu dors pas dedans, tes enfants peuvent venir dormir, tu vois, ça arrive. Ouais. Donc le chemin de cette musique-là, surtout en musique, c'est une question de destin et de chance. Parlons à présent de ton histoire et de ton affinité avec le Zouglou. Comment démarre, de quelle façon démarre ton amour pour ce genre musical? Et pourquoi le Zouglou et pas un autre genre musical? Moi, franchement, depuis petit, je chante. Depuis que je suis petit, j'aime jouer avec la musique. C'est naissance. À la suite de ça, au collège, au assis, tout ça, je ne jouais pas. Pourtant, j'étais très mince. Je jouais bien, mais j'aimais plutôt chanter que de jouer. Dès qu'il y a un joueur qui dit que lui, il ne veut pas jouer et que je vienne jouer, je dis non, moi, on va jouer, moi, je vais chanter. J'ai ambiancé pour toi. Donc, c'est un amour d'enfance, c'est un rêve d'enfance de devenir chanteur. De devenir chanteur, j'ai même fait le choix entre mes études et la musique. À quelle étape de tes études? Quand je suis arrivé en troisième et en seconde et en première, je suis rentré dans d'autres choses et du coup, j'ai passé le concours de l'INSAC pour avoir des performances professionnelles. Ok. Et c'est étant à l'INSAC que j'ai été coopté par Serge Alex pour enregistrer. J'ai commencé à chanter à 22 ans, aujourd'hui j'en ai 37. Tout à l'heure, tu revendiquais justement la paternité du Zouglou décalé avec le maxi single Attention au Ruby et le titre Marie-Belle qui t'a justement révélé. Comment tu as vécu ce positionnement-là? Franchement, c'était pour moi un rêve d'enfance qui se réalisait. Parce que j'ai traîné derrière les Warriors à Yopougon, il y avait tellement de vétérans. Arrivé à Port-Boué, j'ai eu la chance d'être pris par la dame qu'on appelle Betty. À Port-Boué ici, c'est là que j'ai commencé mes animations. Ok. À l'époque, c'était autant de Étienne Marcel qui sortait des habits coupés de Faro. Faro. Ouais. Et comme j'étais le petit de Serge Alex, on m'a donné une tenue Faro. Du coup, ma vie d'artiste commençait comme ça. Ah ouais. Juste avec la tenue. Et quand Tempo commençait, avant que les vrais artistes passent, il y avait des animations. Il y avait un DJ qui venait faire des atalakou et nous qui chantons sur les beats. Ok. On nous donnait le micro avec le chapeau de Étienne Marcel, tout ça. Tu faisais un petit freestyle et puis bon, après ça, soit tu es un producteur ou bien après ça, tu commences à faire la star, quoi. Donc c'était passionnant, mais à la fois,
on avait la peur au ventre, on se dit, il faut qu'on ait la chance d'être pris, il faut qu'on commence. À quand ça commence? On était impatients, on avait envie de devenir des chanteurs connus. C'était trop bien. Ouais. Et à cette époque, je voyais des artistes que je voyais déjà à la télé parce que j'étais avec des gens qui travaillaient avec des artistes. Ouais. Et j'avais la trouille quand je les vois. Je vivais mon truc, mais personnellement, quoi. Ouais. Et ce single Attention au Ruby. Ce single-là, j'étais à Port-Bouët toujours avec Serge Alex. Et un matin, il y a Modeste, l'ancien producteur de... Modeste Canon. Modeste de Christina DJ. Ok, ouais. Qui avait un artiste Kroumen qui voulait produire, un jeune chanteur de Zouglou aussi. Et il y avait le film qui passait à la télé, Ruby. Ouais. C'était à cette époque-là. Et il a dit, mais Andy, il faut que tu fasses un truc. Parce que le truc de Ruby, là, c'est devenu un truc vraiment où les filles en parlent. C'était un phénomène à l'époque. Ouais. Donc, si vous faites une chanson ensemble, avec mon artiste, ça va bien se passer. Et j'ai dit à Serge, j'ai dit, mais il veut qu'on aille faire une chanson, tout ça. Il dit, ben vas-y, on va faire la chanson, il fait le CD et il met que la photo de son artiste dessus. Et toi? Et moi, il me laisse. Donc moi, je viens. Je dis à Serge Alès, mais on a fait la chanson, c'est moi-même qui ai chanté la plus grande partie, mais apparemment, le gars, il a mis que la photo de son chanteur. Et c'est comme ça, séance tenante, Serge appelle M. David Taïro et il lui dit, il y a Andy qui vient, qui doit venir chanter une chanson cette nuit-là. Okay. David dit, mais qu'il vienne. Et la nuit, là, on me met dans un taxi, j'arrive aux 2 plateaux, j'arrive en studio, je trouve Lewis, Bonanno, comment il s'appelle, Bombastic, tout ça. C'était la crème de l'époque. Voilà. Qui était en train d'enregistrer Ramé, Grippe à vie et consort. Donc on avait un seul beat. David dit, bon, vous êtes prêts? On dit oui. Celui-là passe, il baille. Celui-là passe, il baille. Sur le même beat. Ouais. Et moi, j'arrive, David dit, mais c'est comment elle la chanson? Il dit, elle est dans ma tête, mon vieux. Je suis prêt. Et c'est comme ça, on me cale sur mon instru, je passe et je chicote mon son. Tout de suite, il le mixe, il me donne ça, j'envoie à Serge et puis c'est parti à la rue, Shanghai et tout ça la nuit jusqu'à le lendemain. 24 heures, ça a déjà pris au niveau d'Abidjan, tout ça. Ça allait très vite. Hein. Ouais, très vite. Et quand la chanson, elle prend, comme on dit, tu as du succès, tu es suivi par tout le monde, tu fais des plateaux et tout, comment tu vis ça? Les femmes, tout ça? J'ai même pas fait les plateaux. Quand la chanson sort, 24 heures après, mais je suis dépassé parce qu'on m'appelle de partout. Je suis mélangé. Et ça m'a... Je fais un surménage automatiquement. Ah ouais? Ouais, parce que c'est pour ça que cette chanson n'a jamais eu de clip vidéo. Et elle n'a jamais... Ce que tu as tellement cherché, tellement souhaité, tellement voulu, maintenant ça t'arrive. La chanson sort, tout le monde écoute ça à la radio. Gadi Seli même m'appelle à l'époque, le vieux père Gadi, il me félicite. Vous savez, moi, je suis très émotif. Et l'émotion tournait dans toutes les boîtes la nuit avec mon papa Serge Alex, avec les photos, les assalfos, tout ça. On va à la Casse Blanche à l'époque, là. Je vois les stars, je vois les gens qui m'adulent. Tout ça, ça m'a... Ça t'a fait plonger dans une dépression? Franchement, j'ai fait un mois à la source, là, chez le pasteur Podjo à Trècheville, ici. Ah ouais? À l'époque, c'était Corinne Azoumé qui était la marraine de ce truc-là. Et elle était dessus, elle avait tout apprêté. Elle a fait venir des filles de la France pour faire vraiment un vrai clip. On a cherché des filles qui ressemblaient à Ruby et Marie-Belle, tout ça. Et franchement, tout ça, ça me plongeait dans un rêve, mais je ne pouvais pas imaginer ce qui s'est passé. Au point où tu déprimes. La pression, tout ça. Et même, il arrivait un moment où, quand on joue ma chanson, même j'ai peur. C'est incroyable, vous arrivez à expliquer ce sentiment? Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Diams. Le trop-plein de succès qui a fait qu'elle s'était retirée de la scène, elle s'est réfugiée dans la religion. Évidemment, la question que je voudrais poser, c'est pourquoi en fait refuser quelque chose qu'on a tant rêvé d'avoir? En fait, c'est le trop-plein, c'est l'engouement qu'il y a eu autour de ce succès, c'est le trop-plein et justement, il a peur de pouvoir, enfin, on a peur de flancher, d'échouer, exactement. Ça veut dire que tous les yeux sont braqués sur toi et on n'attend que toi. Donc, il y a cette peur, il y a cette frayeur là qui fait que tu n'arrives pas et finalement, tu te renfermes sur toi-même. Quelqu'un vient te voir, je dis non, je ne veux pas voir telle personne. C'est ça. On dit, mais il y a un tel journaliste qui vient faire... Non, moi, je ne veux plus tout ça là. Mais et du coup,
Le gars, il s'est dit, mais Serge, il était découragé. Il dit, mon petit, là, qu'est-ce qu'il a? Mais aujourd'hui, ça va. On te voit, tu vas bien, tu as bonne mine. Comment tu as fait pour sortir de cette dépression, de cette peur des gens? Est-ce qu'il en est vraiment sorti? C'est ça, en fait. Si aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, tu reviens sur la scène, si tu fais bim, comme on dit, que tu exploses, est-ce que tu ne vas pas retourner dans les mêmes travers? Non, c'est passé tout ça. J'ai plus l'âge que j'avais. Tu t'es forgé un caractère maintenant? Oui, j'ai plus l'âge que j'avais. Est-ce que c'est un lien avec l'âge et le caractère? Est-ce que tu es totalement guéri? Est-ce que c'est un lien avec l'âge et le caractère? Oui, je suis guéri, je suis un père, je suis normal. Ça peut arriver à tout âge, hein? Ça peut arriver à tout âge. Tu parlais d'un volet psychologique. Exactement. Est-ce que derrière, il ne fallait pas qu'il y ait un suivi psychologique par des professionnels? Est-ce que ça a été fait? Ici, en Côte d'Ivoire, non. En Côte d'Ivoire ou ailleurs? En Côte d'Ivoire, non. Même en France, je n'ai pas vu de psychologue. Mais je veux dire que les choses se sont faites seules. Parce que le temps aussi fait les choses. Le temps guérit. Voilà. Ici, le seul médicament, quand ça se passe comme ça, tu te retires. Ouais. Et quand tu te retires, tu es loin de tout. Après, ça, je ne peux pas expliquer ce qui se passe là, ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais c'était difficile. Et même quand je devais revenir dans le milieu, parce qu'après j'ai sorti un album. Est-ce que cet état de santé a joué sur la suite de ta carrière? Ça a joué sur le succès qui devait être vraiment bien pour moi sur cette chanson-là. Tu devais accompagner Maribel. Voilà, on n'a pas fait de vidéo, on n'a rien fait. Et ça, la chanson jouait dans toute la Côte d'Ivoire, mais on ne savait pas qui chantait. Ouais. 6 mois après, moi je suis rentré en famille. 6 mois après, je vais à Yopougon en famille. Et je suis à Yopougon, je suis assis dans un maquis, ma chanson joue. Et puis les gens ne savent même pas qui chante. Le gars là, il chante bien, il est parti en France. Ouais, parce que c'est pas clippé. Pourtant, je suis assis. Donc, c'est des gens qui disent maintenant que c'est le petit là, c'est Andy qui chante ça. Les gens disent, c'est toi. Je dis, mais c'est moi. Je dis, non, toi, tu ne peux pas chanter des chansons comme ça. Donc, on me donne le micro, et je chante, et puis les gens comparent la voix à celle qui joue. Et c'est au fur et à mesure. Galère, hein? Ouais. À l'époque, les mousseurs, tout ça, les mousseurs, ils géraient des boîtes de nuit à Yopougon, tout ça. Donc, on tournait dans toutes les boîtes, mais après, les gens se parlaient. Ils ont dit, ah, mais c'est lui, tout ça. Après, je faisais des potins dans les journaux, tout ça. Et voilà. Donc, c'est après, comme ça, que tout a commencé à reprendre. Serge Alex, il était là et tout. Il était découragé. Corinne était partie en France. J'étais livré à moi, seul, avec la chanson, sans image. Mais elle m'a fait faire quand même des voyages, des tournées avec des boissons, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai essayé de coller une image sur cette chanson. Aujourd'hui, est-ce que tu as le bilan que tu fais de ta carrière à mi-parcours, bon, c'est relatif, mais le bilan que tu fais à ce stade justement de ta carrière? Le bilan, je ne suis pas encore à un stade de bilan parce que je me dis je suis à mi-parcours et j'ai fait une grosse pause. Je veux reprendre les choses, je demande la chance à Dieu et je demande l'amour des gens, le soutien des gens parce que je n'ai pas encore l'heure du bilan. Pourquoi tu as décidé de partir en France? Je suis parti en France, je suis resté là-bas parce que j'avais des opportunités là-bas. Okay. Et pendant l'exploration de mes opportunités, mon visa s'est expiré. Donc, j'ai calé dans ce sens-là. Le mot est sorti. Et pendant que j'y étais... Pendant que j'y étais, comme j'avais sorti un album qui avait commencé à pousser un peu, je partais à la radio, je te voyais là-bas. Je faisais la promo comme je pouvais, ça se passait très bien. L'album était bien, j'avais même des dates, des spectacles, tout ça. Ouais. Mais entre dates de Côte d'Ivoire et puis France, tu sais qu'on fait toujours le choix pour la France. Carrément. Donc, étant en France, l'album était déjà là-bas puisque je travaillais avec Ange Baka qui était déjà sur le terrain, qui avait déjà fait une grosse promotion là-bas. Donc là-bas, j'avais déjà des spectacles, donc je vivais ma vie d'Abidjan là-bas, mais en Benguis, quoi. Quand tu es resté, comment tu as fait pour survivre? Parce que tu ne connaissais pas forcément quelqu'un là-bas, tu es arrivé, la musique et tout. Mais au fur et à mesure, tu dois payer les factures, tu dois te déplacer ou tu dois vivre. Comment ça s'est passé? Non, au départ, je suis resté chez mes parents. Et après? Je suis resté chez mes parents. Après, je suis allé chez moi. Donc, je n'ai pas eu de soucis dans ce sens-là. Okay. Voilà. Les factures, tout ça, ça se paye, mais ce n'est pas comme ici. Donc, ce n'était pas ça le problème. Mais je te dis que quand je suis arrivé en France, je suis resté non-stop pendant 3 ans en train de chanter. 3 ans? Ouais. Déjà, tu faisais rien d'autre? Je chantais.
Tu travaillais pas, tu travaillais pas au noir, Non, moi-même, j'aime pas les gossis de là-bas, donc moi, je chantais seulement. Non, attends, tu vivais que de la musique en France? Ben oui, je vous dis, les preuves sont là. Toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, là, c'est pas des choses rebobinées, c'est de la réalité. Tu passais tout ton temps à faire des spectacles, là, tu faisais pas d'autres boulots à côté, hein, comme tu le dis bien. Hein. Non. Et avec ça, tu réussissais à payer tes factures? Oui, je vivais tranquillement. Honnêtement, je vous dis, moi, je fais ça. Est-ce qu'on s'intègre aussi facilement quand on a ce rythme de vie là, dans une communauté, rester que dans une communauté, avoir des prestations, ne pas travailler, être figé dans un environnement? Est-ce qu'on arrive facilement à s'intégrer au pays d'accueil? Bon, de base, arriver en France, c'est ça que j'ai dit au départ. Quand tu es un artiste, tu as la chance, tu connais beaucoup de personnes qui sont prêtes à te tendre la main. Mais ça reste dans une communauté quand même. Ben oui, c'est que ta communauté. C'est que ta communauté. Dans ta communauté, tu as des fans, tu as des vrais amis, tu as des gens qui sont prêts pour toi, que ça marche pour toi ou pas. Il y a forcément ces différentes personnes-là avec qui tu es. Donc, à chaque étape de ta situation, ça correspond à des catégories d'amis qui sont là pour toi. Surtout quand tu es un chanteur, tu as vraiment beaucoup de chance que les autres personnes qui sont des citoyens lambda. Est-ce qu'à côté de ça, tu n'as pas un autre secret? Parce qu'on a reçu d'autres artistes ici, comme Annie Dié, Savannah, qui nous parlaient de spirale, qui nous disaient que les artistes ne pouvaient pas que chanter pour subvenir à tous leurs besoins. Ça, c'est un choix. Est-ce que pour toi, il n'y avait pas un autre secret à côté? Non, moi, je vous dis honnêtement, en France, on ne chante pas tous les jours, ça c'est clair. Mais dans le mois, moi, je prie pour chanter au moins 2 fois. Quand tu chantes au moins 2 fois, ce que tu gagnes dépasse celui qui travaille 30 jours en France. On peut demander pour combien tu chantais? Ton cachet s'élevait à combien? On peut te demander? En France, les cachets là, ça dépasse les 1 000 euros. Ça dépasse les 1 000 euros. Combien tu te vends, tu vois, non? Les artistes en France touchent autant Non, ce n'est pas tous les artistes. Hein. C'est la boîte noire. Voilà. C'est la pièce maîtresse. Ah d'accord, la boîte noire a son cachet. Tu vois? Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Tu es dans ton coin. Moi, je vis en province déjà, je ne vis même pas à Paris. D'accord. Ah bah voilà. Donc, j'allais demander. On ne me voit pas tous les jours à Paris. Okay. Je suis dans mon village. Quand je viens à Paris, c'est pour chanter. Je prie Dieu pour que dans le mois, je chante au moins 2 fois, 3 fois. Maintenant, aujourd'hui, je me suis professionnalisé dans un métier parce que je suis devenu un citoyen européen. Donc, il faut que je travaille. C'est ça. Donc, dès l'instant que j'ai les documents qu'il faut, je fais une formation. Aujourd'hui, je peux travailler, mais moi, je n'aime pas les trucs de travail. Tu peux travailler, mais est-ce que tu travailles? Non, c'est maintenant que quand j'ai parti, j'allais travailler. Faire quoi? Tu vas faire quoi comme travail? Moi, j'ai le K16, tu vois. Ok. Je suis cariste de formation. D'accord. Donc, si je vais maintenant, je vais travailler. Nous, on se pose la question suivante, que d'ailleurs, on pense vous poser aussi. Ça sera l'occasion pour vous de répondre à travers les différents réseaux sociaux et nos différents canaux. En décidant de mener sa carrière en France, Andy a-t-il fait le bon choix? Telle est la question du sondage Facebook et Instagram. Donnez vos différents avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, Andy, la boîte noire, c'est une carrière émaillée entre autres de pas mal de conflits, entre conflits et absence. Effectivement. Ici en Côte d'Ivoire, nous en parlons. Absolument, Yves. Alors, Andy, la boîte noire, tu es réputé en tout cas pour avoir des rapports, pour la plupart du temps, conflictuels avec tes collaborateurs. Est-ce que tu es conscient de cet état de fait? Bon, oui, c'est en général, c'est ce que les gens disent sans savoir le contenu. C'est ce que les gens disent. Ouais, toi, tu dis quoi? Moi, je dis que je suis vrai avec les gens. Et je sais que tu vas m'aider, mais je te dis la vérité quand ça ne va pas. Et en même temps, je te dis que vraiment, si tu peux m'aider, aide-moi. Si tu ne peux pas, ne m'aide pas, mais je te dirai ce que je pense. Et on dit que quand tu n'as pas encore sorti la tête de l'eau, fais comme bête, tout ça, qu'on t'avance. Mais est-ce que tu t'es déjà remis en cause? Est-ce que tu t'es déjà dit que ça vient aussi de toi? Est-ce que tu n'as pas de responsabilité dans tout ça? Je suis très impulsif. Et ça, je le sais. Et ça, je travaille dessus depuis ces dernières années-là. À l'époque, j'étais un peu jeune, donc ça allait dans tous les sens. Mais depuis que j'ai dépassé la trentaine, je suis très calme. Je prends bien les choses. Je suis calme. Donc, je suis conscient du fait que souvent, c'est moi qui ne suis pas très maîtrisé en fait. Donc c'est par rapport à ça qu'on te colle cette étiquette-là. Mais ici, on parlait du fond, des causes dont tu parlais, des causes qu'on ne connaît pas. C'est quoi ces causes? Non, on dit que je suis arrogant, que je suis impoli, que je parle mal. Toi, tu penses quoi? Bon, moi je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise les choses comme elles sont.
Ça dépend de comment tu le dis, parce que tu l'as dit tout à l'heure, que quand tu dis les choses telles qu'elles sont, telles que tu le penses, que tu es impulsif, tu le reconnais, tu travailles dessus, mais les choses que tu le dis comment? La manière peut-être aussi. Et est-ce que toute vérité est bonne à dire? À dire, merci. Mais c'est ça que j'appelle les erreurs du passé. Je ne suis pas forcément d'accord avec ma tenue avec les gens. Je ne dis pas que c'est bon. Je suis en train de dire que je me remets en cause, mais en même temps, je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est ta nature. Voilà, je suis comme ça et le métier que je fais ne demande pas ça. Okay. Il y a un vieux père qui me disait, le métier dans lequel tu es, il faut que tu sois hypocrite. J'ai dit, ça sera difficile. Parce que si ça ne va pas, je vais aller à Bakayo. À Bakayo, c'est mon village. Ok, d'accord. Je ne peux pas faire l'hypocrisie. Ça va durer combien de temps? Parlons du cas Serge Alex Bléiri, journaliste ivoirien, qui était également ton mentor. Hein, oui. Voilà. Vous étiez à quel niveau de rapport? Lui et moi, on est parti sur Maribel, là. Et après la mauvaise santé que j'ai eue, il était découragé, ce qui est normal. Et dans ce découragement, je suis proposé à des producteurs qui viennent de France, cœur de cible, des jeunes Ivoiriens. Alors, avant même d'arriver là-bas, est-ce qu'il y avait un contrat établi entre vous? Oui, on avait un contrat de 3 ans. Et le contrat finit, en même temps, je croise des gens. Tu es découragé ou bien tu croises des gens? Non. C'est quoi d'abord Dans le découragement, dans le temps du découragement, tout ça, le contrat est fini dans ça. D'accord, ok. On se comprend ou pas? On se comprend. Avec la collaboration avec Serge Alex commence en 2006, 3 ans, donc ça doit finir en 2009. Mais il se trouve que Retour de joie, qui a été produit par Cœur de Cible, a commencé en 2008. C'est pour ça que je dis. Justement, il y a... Vous êtes fort ici. C'est pour ça que je dis que dans la fin du contrat, en fait, il y a des gens qui viennent me proposer un vrai truc. Moi, j'appelle le vieux père. Il dit, vieux père, voici des gens qui sont prêts pour qu'on mange. J'ai dit au vieux père, viens, on va discuter. Parce que les gens qui sont venus m'ont posé des questions. Ils m'ont demandé si j'étais en contrat avec des gens. Et le gars qui nous a mis en contact, qui m'a mis en contact avec ses producteurs, c'était le papa Basile Blé à l'époque, que tu connais très bien. Très bien, d'ailleurs. Et donc, Basile Blé aussi, qui était le chargé de communication à l'époque de Corinne Azoumé, qui était l'ami de Serge Alex. Qui est toujours l'ami de Serge Alex. Ah oui. Bléiri. Merci. Du coup, on est dans le même moyen. Donc moi, je dis au vieux, le vieux, viens, voici des jeunes frères qui sont arrivés. Ils ont un bon projet pour moi. Toi et moi, tu sais qu'on est déjà trop comme ça. Viens, on va s'entendre. Est-ce qu'il a accepté tout de suite? Il dit non, il faut que les gars lui versent l'argent. Après, la façon dont tu avais envie qu'il se présente, du coup, ça profite à toi seul, mais pas forcément. Mais non, c'est lui que je mets en avant même. J'ai dit aux gens... En tant que directeur artistique, en tant que chargé de communication. Mais ça, c'est pas si... Non. Je dis aux gens, j'ai dit, vous voyez, ce monsieur-là, c'est grâce à lui que vous m'avez connu. Donc justement, vous étiez dans un conflit d'intérêts. Ça non, moi, le vieux père, il dit, il ne veut pas. Il dit, bon, si c'est en France, je ne peux rien faire. Mais on est à Abidjan, il dit, bon, c'est rentré dans nos SIA. Le vieux père dit, il n'est pas prêt. Moi, il n'est pas laissé partir les gars. Il dit, bon, c'est moi les champs qui signe. Donc il y a eu un bras de fer. Finalement, comment vous arrivez? Donc moi, il signe, on sort l'album et les années sont passées. Je viens le voir, ah mon Dieu, j'essaie de lui demander pardon parce qu'en vrai, il a raison. Donc j'essaie de parler avec lui et tout ça jusqu'à ce que le temps tue les choses. Aujourd'hui, il s'occupe de moi comme avant. D'ailleurs, nous avons Serge Alex Bléiri en ligne avec nous. Il suit cette émission, il te suit, comme tu n'as pas lâché. Et il va nous faire le plaisir de nous dire un mot sur toi, sur ta personne et ce qu'il en pense. Bonjour, cher aîné, bienvenue dans Happy Polémique. Voilà, Andy, ton étoile, ta boîte noire est présente sur ce plateau. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Big up à toute l'équipe de PPLK. Bonjour Andy et bonne arrivée chez toi dans ton pays. Qu'est-ce que je peux dire d'Andy? Andy, c'est un artiste que j'admire beaucoup. Il a du talent, il a du potentiel. Et je lui dis toujours de travailler. Travail. C'est les seules choses, c'est les seuls mots que je lui répète. Parce que le travail peut faire avancer son talent. Parce que le talent en lui seul, il ne suffit pas. On peut avoir du talent. Si on ne travaille pas, on peut ne pas, arriver là où il faut. Et je lui dis toujours de travailler. Je sais qu'il a du talent. Je l'encourage. Je lui envoie mes bénédictions. Et je sais qu'il ira très loin. Alors, Andy, la balle est dans ton camp. Allez.
porte-toi bien et bonne chance. Le grand frère n'est plus fâché. En tout cas, il n'est plus fâché. Le grand frère n'est plus fâché. Vous avez enterré l'âge de guerre. Un commentaire sur ces propos, cette bénédiction, surtout, au-delà de simples propos. En tout cas, moi, je sais qu'il n'est pas méchant. Il est très dur de caractère, mais il n'est pas méchant. Donc, je sais que ce qu'il me dit là, c'est sincère. Donc, moi, je prends ses bénédictions et puis je lui dis merci pour tout. Ouais. Voilà qui est bien dit. Alors qu'on pense que tout est fini avec les conflits, encore une autre affaire qui secoue le monde du showbiz, avec cette mésentente retentissante avec un certain Ange Baka. C'est quoi cette histoire encore? C'est quelqu'un qui me vient en aide à un moment où j'avais besoin d'un coup de pouce parce que j'étais en train de me relever. Okay. Donc il vient bien, tu vois. Donc on fait une collaboration qui se passe très bien. On investit, mais à part égale. Et on est bien tranquille. C'est une fois arrivé à Paris que les choses se mélangent. Pourquoi ça s'est gâté? Qu'est-ce qu'il te reprochait justement? Lui et moi, on met de l'argent dans un truc et je lui dis, pour des raisons perso, moi, je dois rester parce que voilà, le visa et tout ça. Et tout de suite, il me dit, mais il n'y a pas de souci. Il me dit pas qu'il n'est pas content. Et par contre, il ne m'a jamais dit qu'il n'a jamais été content pour ça. Hein. Mais après, quand moi, je me retire, je sais que ce n'est pas normal. Moi, je mets du sou dans un gars et puis après, on vient en France, puis il retourne et puis après, il s'en va à Abidjan, il revient encore, il me dit qu'il veut rester ici. Mais il ne m'a pas montré ça. Il m'a dit, et moi, le président, je me dis, comme il est un bon tourneur et qu'il est en France déjà, il a des contacts. Donc si je suis avec lui, on mange ensemble là où on est. Profiter de son réseau. Donc moi je me dis, non mais même pas un réseau, mais on se met là et on mange nous tous, nous deux. C'est comme ça que moi je vois les choses. Donc il n'y a pas le feu, il est bien, il est bon, moi je suis bon. On reste dans ça et on est dans Paris. Mais vous savez, à Paris, quand tu restes dans Paris, quand tu fais 3 mois, on a envie de te voir, mais après 4 mois, là, les gens, ils ne te veulent plus. Hein. Ça a trop duré. Donc, tu ne reproduis plus, tu ne donnes plus les sous, tu vois. Bon, après, moi, je ne dis pas quand Baka s'est mis avec moi à cause du sou, parce qu'il m'a dit que je n'ai pas d'argent, mais on va se battre, toi et moi, parce que je crois en toi. Donc ça, c'est ce que je sais. Donc, du coup, on se met ensemble là. Ce n'est pas affaire d'argent et ce n'est même pas parce que je ne produis plus. Ils ont des problèmes internes là-bas, entre eux là-bas, tu vois. On dit aujourd'hui, avec du recul, après tout ce qui s'est passé, est-ce que tu as des regrets? Pour compléter la question de Yanni, oui. Si tu devais refaire les choses, est-ce que tu ferais les mêmes choses? C'est ça. Mais si les mêmes circonstances se posent, j'ai fait les mêmes choses. Aucun regret alors? Non, il n'y a rien à regretter. Non, j'ai rien à regretter dans la mesure où je ne fais pas des choses dans l'intention de blesser quelqu'un. Je vois qu'elle est en ligne. Il est là. Angelo, bonjour, bienvenue dans Polémique. Il y a Andy qui dit les choses ici sur toi. Comme tu es là, on te cède l'antenne. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire sur Andy? On est très heureux de t'avoir, Ange. Bonjour à tous et à toutes. Ange Baka. Je vous souhaite une très bonne émission de Polémique qui est suivie un peu partout et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a quand même des plateaux qui permettent à nos artistes de s'exprimer. Et donc, ce jour, vous recevez Andy la boîte noire du Zouglou, qui est mon poulain. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que l'encourager dans cette reprise, l'encourager dans ce que nous sommes en train de mettre en place et lui demander de continuer à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire chanter. Et le reste, c'est Dieu qui va pourvoir. Une chose est sûre, c'est qu'il y a de la matière à exploiter. Moi, j'ai confiance, je crois vraiment en lui. Et la vie, c'est aussi un parcours. C'est un parcours où on peut rencontrer beaucoup d'embûches, mais la meilleure des choses, c'est de trouver la force et l'intelligence de pouvoir éviter toutes ces choses et surtout d'avoir un objectif, d'avancer, d'aller plus loin, parce que nous avons tous du potentiel. Donc Andy, sache que nous sommes ensemble et nous serons toujours ensemble. Le reste, c'est Dieu qui gère. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission et que Dieu vous protège, vous et vos familles. On est ensemble. Amen, on a envie de crier. Et merci infiniment, Ange Baka, pour ce joli message à l'attention de notre invité, Andy. Andy n'a pas grand-chose à dire, mais finalement, il a dit tellement de choses. Ben, moi, je suis content. Hein. Je suis content de le voir comme ça. Je veux qu'on soit comme ça. Ah, parce que vous n'êtes pas comme ça? Comment?
Parce que vous n'êtes pas comme ça, tu dis tu veux que non, vous soyez à un comme ça. moment donné, on s'est donné d'eau à Paris à cause des gens. Tu vois, les gens nous ont séparés. Et après, personne ne nous a parlé. Hein. Lui et moi, on s'est vus dans un bar, on s'est mis de côté. On dit, Joe, on dirait les gens nous ont trahis. Hein. Ah, c'était des incompréhensions. Ah oui, de part et d'autre. Il n'y a rien dedans même. C'est-à-dire que vraiment, souvent, les gens s'ennuient tellement là-bas. Donc, moi, on s'est parlé, il dit, petit, je crois en toi. Il dit, maman, je crois en toi. Ouais. Croyons en nous. Il a redit dans Vous croyez en vous. Parlons à présent de ta nouvelle orientation musicale. Tu as dit dans un média, et d'ailleurs la régie va nous passer un extrait, une capture de cette sortie et de ce que tu as dit dans cette nouvelle orientation, ta musique, en rapport avec, je crois, la religion. Je te cite. Voyez-vous, chers amis, tout ce que nous vivons ces derniers temps, la Bible ne ment pas franchement. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête désormais. J'ai fait mon choix. Place au Zouglou pour Jésus-Christ de Nazareth. On a trop chanté pour les hommes, fait à l'image de Dieu. On va chanter un peu pour Dieu. On rappelle que c'est abidjanshow.com. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Et quand je disais ça, j'étais dans un moment de détresse. Oui. C'est la même détresse ou il y avait une autre détresse? Non, non, détresse en général. D'accord. J'étais dans un moment de détresse parce que je voyais des... Là, c'était la mort d'Erickson le Zoulou. Ouais, et vous avez fait une collaboration? Oui, on a fait une très belle chanson en hommage de la Côte d'Ivoire. Erickson le Zoulou venait de mourir. Les gens mouraient. J'étais devenu anxieux en 3-4 jours. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut qu'on fasse tout, mais bien. Donc je me suis dit, moi maintenant, en tout cas, il a commencé à chanter pour Dieu. Parce que tu sais, quand tu es dans un moment de deuil, il y a ce qui te vient en esprit, il y a des décisions que tu prends, peut-être après tu ne les mets pas en pratique, mais l'instant que tu vis là, t'emmène à dire, ah mais vraiment, moi, vraiment, à faire des zouglous là même. Est-ce que c'est une décision qui est toujours en vigueur? C'est la question. C'est ce que je demandais. Bien sûr que je veux commencer ça. Mais vous savez, c'est une affaire spirituelle, c'est une affaire de Dieu. Donc, j'attends que... C'est une affaire de vocation même, d'appel. Oui. Commencer une carrière de chantre, ça peut se faire. Mais... De chantre même? Oui, parce que moi, je veux faire du gospel plus tard. Ah, d'accord. Voilà, je vais chanter pour Dieu. Voilà. Parce qu'après le zouglou, il y a un certain âge pour faire le zouglou. Zouglou décalé, gospel? Tout ça, ça fait du gospel. Zouglou gospel. Voilà, et j'ai ce projet-là avec mon Jésus. Mais pour l'heure, je ne ferai rien sans citer son nom dans tout ce qui est œuvre musicale et consorts. Et donc ce que je dis, c'est une prière, c'est un cri de cœur. Et à ce moment-là, quand j'écrivais ça, j'avais très mal. Parce que j'avais perdu Erickson, tout ça. Donc c'est un peu ça. On te sent très à fleur de peau par rapport à différentes situations dans lesquelles tu réagis, tu t'exprimes selon une certaine émotion. Est-ce que tu as véritablement fini avec tes problèmes de... Oui, j'ai fini avec, c'est fini depuis. Ça a été aussi des attaques. C'était des attaques et il a fallu que je rentre en prière, tout ça, pour savoir ce que j'avais. Et aujourd'hui, c'est identifié? C'est bon, c'est fini. Tu sais qui t'a attaqué? C'était des attaques. On est dans un milieu... Dans un milieu du showbiz, après, il y a les parents, il y a la famille, il y a nos racines, vous voyez, il y a trop de choses. On est des Africains. C'était des attaques que j'avais subies, qui ne me lâchaient pas, mais aujourd'hui, je suis délivré. Tout va bien. Je suis délivré, je me sens bien, rassure-toi, tout va bien. Mais quand je suis en train de parler de ce genre de choses, vous savez, j'ai l'émotion de ça, parce que c'est moi qui les ai vécues. Tout à fait. Donc, ça me fait flipper pendant que j'en parle en fait. Mais je dis, je suis bien. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Voilà. Ça va. Allez, on reste positif dans la tête et positif pour notre artiste Andy La Boîte Noire. Vérité par l'image. Vérité par l'image, Andy, nous y sommes. On va te proposer quelques images, sans question. Tu te laisses aller tout simplement, tu t'exprimes. D'accord. C'est bon? Première image. Atito et Yabongo. Ce sont mes gars. Ah ouais? Ouais, ce sont mes bons gars. Mais ils ont pris ton Zouglou décalé. Ils n'ont pas pris mon Zouglou décalé. Ils avaient aussi du talent. Ouais. Et ils ont eu le temps de travailler très dur.
Et moi, je suis fier de les voir aujourd'hui comme ça. Est-ce qu'ils reconnaissent que c'est toi le père ou le dépositaire de ce style? Oui, ils le savent. Ils reconnaissent? Bah oui, demande-leur, ils vont te dire. Ils t'ont déjà dit ça comme ça directement? Tu es le père? Non, mais les gens, ils ne parlent plus comme ça, tu vois. Ils ne peuvent pas dire ça, mais il n'y a même pas longtemps, il y avait un festival à Yopougon, ces temps-ci, là. La semaine dernière, j'étais sur une scène avec Yabongo, Atito. Ils étaient en train de chanter le duo qu'ils ont fait, là. Ils m'ont appelé sur la scène, je suis venu. Et c'est Yabongo même qui disait que vraiment, on était au Vélodrome à l'époque. On a été inspiré par Andy, tout ça. Ah, c'est bien. Ça m'a fait chaud au cœur. La vidéo, elle est là, je l'ai. Donc, il y a de la reconnaissance. Donc, Ils sortent d'une guéguerre qui ne dit pas son nom. Ils se sont réconciliés pour le plaisir de leurs fans, des mélomanes, de tous ceux qui les suivent. Comment tu as vécu cette situation? Bon, moi, quand je les connaissais avant, ils n'avaient pas l'argent, ils n'étaient pas trop connus. Ils étaient très humbles. Yabongo était humble, Atito était humble. Maintenant, là, ils ne sont pas devenus chers, ils sont devenus un peu euphoriques, tu vois. Atito, c'est notre grand frère. Atito, il est plus âgé que moi, il est plus âgé que Yabongo. Ok. Mais paradoxalement, moi, je suis leur aîné musical, en fait. Voilà, donc avant, ils étaient bien. Ils étaient simples, mais maintenant, ils sont devenus des stars. Donc, il y a ça aussi. Hein. Il y a l'ego qui a pris le dessus. Bon, je dirais pas ego, c'est un peu trop fort, mais je dis, ils sont dans leur genre. C'est des stars, tu vois, non? Ouais. Ils sont connus en Côte d'Ivoire, ils vivent leur truc, ils ont leur caprice de stars, et moi, je les gère comme ça, quoi. Ils me plaisent bien. Ah, tu les gères comme ça veut dire que tu subis ça aussi? Non, je subis pas, mais moi, je les comprends parce que parfois, ils ont il y a des petits ratés quand même dans leur manière de faire, mais je ne leur en veux pas, tu vois. Je sais ce que c'est. D'accord, voilà. ok. Et je suis fier d'eux, je suis trop fier d'eux. Ils font bien le duo, ils font bien le buzz et c'est bien. Ah, ils sont très talentueux en tout cas. Ouais, très, très surtout. Allez, autre image à présent, autre personnage. Aimé Zébier. Ça, c'est le vieux père Aimé Zébier. Aimé Zébier. Le célébrissime Aimé Zébier. Le doyen. Ah, mais c'est un vieux père. Moi, je le connais bien dans le Zouglou. Hein. Plus encore? C'est Yodé qui me l'a présenté pour la première fois. Yodé, Jojo, Yodé, Sirou. Oui, on avait capté. Parce que moi, à l'époque, j'étais à la rue, au Jackpot. Et je faisais des soirées Zouglou. J'invitais les Assalfo, tout ça. Et les Assalfo même prenaient le micro pour faire Atalabou aussi, tout ça. Donc Yodé le ramenait souvent et Yodé disait, j'ai mon petit là, il est ici, il s'appelle Andy, allons aller écouter. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Vous avez des rapports particuliers? Ouais, c'est un vieux père. Quand il le voit, il le salue, il me salue aussi. C'est tout? Pas d'animosité. Mais comment tu expliques que malgré tout le talent qu'on sait de toi, tout ce que tu représentes pour le Zouglou, tu ne sois jamais passé ou tu n'aies jamais joué à l'internat? L'internat qui est le temple quand même du Zouglou. Je veux dire, c'est l'église carrément de ce genre musical. Ah, mais toi, tu n'as jamais pris un micro à l'internat. Tu vois ça comment? Internat, là, c'est une liste. Ils ont une liste, non? Ah bon? Liste de quoi? Donc, je dis, ils ont un planning. Ouais. Ils calent leurs chanteurs qu'ils veulent. Donc, peut-être mon tour n'est pas encore arrivé. Tu n'as jamais exprimé le désir de chanter là-bas, de faire un spectacle là-bas? Mais nous, les chanteurs, on veut chanter partout où on chante. Est-ce que tu leur as dit, est-ce que tu en as parlé à M. Zébier? Mais est-ce que ceux qui chantent là-bas viennent dire à Aimé Zébier qu'ils veulent chanter là-bas? Ah bah ça peut se passer comme ça en même temps. Mais non, moi je fais pas ça. D'accord, donc si toi tu ne fais pas, tu te dis qu'ils ont un organigramme, ils ont un planning. Donc à partir du moment où ils calent leur chanteur, tu restes dans ta coquille, tu n'y vas pas, tu préfères chanter ailleurs, c'est ça? Tandis que tu reconnais que c'est un grand homme, c'est un homme qui aime le Zouglou. Comment tu expliques cela? Il est tout ce que tu veux. Mais je dis, moi, je ne vais pas voir les gens qui font chanter les chanteurs dans des endroits pour leur dire je suis venu te voir parce que je vais chanter. Bon, toi tu ne peux pas, mais ton manager, ton agent peut aller vers eux parce que c'est le rôle d'un manager de proposer son artiste quand son artiste est talentueux. Est-ce que ton manager est déjà allé ou bien toi-même tu as interdit ton manager d'aller là-bas? Ce sont les amis d'Aimé Zébier. Ange Baka, c'est un ami d'Aimé Zébier. Serge Alex, c'est un ami d'Aimé Zébier. À ton avis, pourquoi alors? Je dis un truc, je dis qu'ils ont leur organigramme.
Et là, peut-être que Andy ne mérite pas encore de chanter là-bas. Peut-être que Andy, il n'est pas encore au niveau de l'internat. Il y aurait un problème de personne? Ah, moi, je ne sais pas. Ok. Demandez-lui. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais joué à l'internat. Il y a eu des moments où ça m'a frustré parce que j'ai des petits à moi qui chantent là-bas, tu vois. Mais toi, jamais. Voilà. T'as frustré à quel point? À un moment, je me dis, mais c'est moi qui chante mal, c'est moi qui ne sais pas chanter ou quoi. Et donc, le vieux, finalement, je ne comprends pas. Voilà. Ok. Dernière image. Ouais, quand je vois Erickson, je vois l'amour, parce que à l'époque, Erickson moussait trop. Et il m'a trop aimé, il m'a tendu la perche, tu vois. Je me débrouillais à la rue et il me disait, Andy, tu chantes trop bien. J'ai dit, mais comment est-ce qu'un Congolais peut dire à un Ivoirien qui chante bien? Mais je pensais qu'il le disait pour me flatter. Il fut un jour, il me dit, j'ai envie de faire un featuring avec toi. Ouais. Je ne croyais pas encore, parce qu'Eric avait le vent en poupe, tout le monde sait. Avec tous les chanteurs qu'il connaît, avec tous les grands chanteurs. Il m'a pris, il m'a ramené chez Freddy. Je ne croyais pas jusque-là. Il dit non, Andy, moi je crois en toi, hein. tu as fait un feat avec moi. Et il m'a fait la part belle, en tout cas, on a fait un feat, un morceau. Côte d'Ivoire. Ouais. C'était trop bien. Ouais. Et franchement, aujourd'hui, quand je le vois, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Que Dieu le garde. Paix à son âme, un artiste ne meurt jamais. Ouais. Fin de cette séquence Vérité par l'image. Nous en ouvrons une autre, celle du mot d'IA. Le mot du jour. Bénéfique. Bénéfique. Alors, Andy, tu fais partie des chanteurs dont les noms résonnaient fort, vraiment dans le Zouglou. Mais au fil des années et avec surtout ton installation en France, on a eu l'impression que ta carrière a connu une régression. Objectivement, Andy, penses-tu que le fait de résider en permanence en France t'a été bénéfique, surtout au niveau de ta carrière musicale? Oui et non. Ici, d'accord. On va commencer par le non. Pourquoi non? Non, parce que quand je ne suis pas là, ça m'a fait perdre des fans. 6 ans en France, des enfants qui avaient 14 ans, ils ont 20 ans. Donc, ils ne savent même pas de quoi parle quand on dit Andy. Exactement, c'est pas qui c'est. Donc là, ça m'a fait régresser ici au niveau du pays. Au niveau de la diaspora, je peux dire avec beaucoup de modestie, mis à part, je peux dire que je fais partie des artistes qui tournent le plus en France. Parce que je suis resté là-bas, je n'ai pas dormi sur mes lauriers. Donc, le côté international, j'ai mis le paquet. Et comme je me dis, ici, c'est un acquis. Ici, c'est un acquis parce que je connais Yves Emma, je connais M. Didier, je connais Annie, je connais Eunice Dunant. C'est des gens que je peux voir avec leur permission quand ils peuvent et quand je souhaite. Donc, je me dis, j'ai trop d'opportunités ici. Je vais plutôt me concentrer dans la diaspora. Donc voilà, oui, le oui là, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, si tu dis Andy, les gens ils connaissent. Tu vois, ici, on va faire le travail. Tu tournais où précisément? Parce que tu dis que tu tournais en France, tu tournais où précisément? Dans quel endroit tu tournais? Où on te voyait en prestation? Bon, déjà, tu sais que l'île de France, c'est déjà trop grand. D'accord. À part l'île de France, j'ai joué presque dans toute l'île de France. Ok. J'ai joué dans plusieurs villes de la France. Dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des soirées communautaires. Dans des soirées communautaires, okay. Voilà. Et j'ai joué, je suis parti plusieurs fois chanter en Italie, à Turin, à Parma, en Belgique, à Charleroi. D'accord, tout ça c'est en Belgique. Hein. Ouais, justement. Donc, je me dis, j'ai fait un peu la publicité de ma petite personne là-bas, dans les points de show où les Ivoiriens font le show en diaspora. Est-ce que tu penses que si tu étais resté en Côte d'Ivoire, Andy, objectivement encore une fois, tu penses que tu aurais eu ce succès tant réclamé? Si j'étais resté en Côte d'Ivoire, peut-être que je ne serais pas aussi là devant toi. D'accord. Tu serais où par exemple? Je ne serais peut-être pas en vie, c'est jamais. Tu ne serais pas en vie? C'est Dieu qui déplace les gens. Ça veut dire quoi, tu ne serais pas en vie? Non, je dis,
soit ma carrière ne serait pas à ce niveau, ou bien je n'aurais même pas eu de carrière, peut-être que je ne serais même pas en vie. Parce que si Dieu m'a enlevé en Côte d'Ivoire pour me ramener en France pour 6 ans, c'est pas moi. C'est Dieu qui déplace les êtres humains sur la terre. Et s'il m'a décidé de me poser en France pendant 6 ans, c'est la volonté. Il a décidé, après la décision vient un peu de toi aussi, on dit. Dernière question. N'est-ce pas? La décision vient un peu de toi aussi, on dit. C'est pas que Dieu, tu as décidé. Hein. On dit l'homme propose, Dieu dispose, non? Donc c'est Dieu qui a disposé. Fin de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Voilà donc qui nous permet de quasiment refermer cette entrevue en compagnie de notre invité. Mais non, sans parler de ses perspectives et surtout de son actualité. Ta présence ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, répond à une actualité. Oui, je suis venu pour me réactualiser, faire ma mise à jour, repasser dans les endroits, essayer de me faire voir de la façon la plus positive, dire aux gens que je suis toujours bien, je suis toujours prêt pour chanter et je suis là surtout pour... je suis venu avec un single intitulé Ma Côte d'Ivoire pour demander aux Ivoiriens qu'on a besoin d'un environnement de paix pour travailler, pour que chacun fasse ce qu'il a à faire et dire à mes fans qu'ils se réveillent et que c'est moi, j'ai juste un peu pris du poids. Donc je suis là, je vais chanter, ma voix n'a pas changé. Un album en préparation? Oui, déjà un album et un featuring et un album à la suite. Et donc je pars, je compte revenir dans 4 mois pour m'installer un peu, pour bien enregistrer mon album et puis vivre comme un Abidjanais. Le featuring, il est avec qui? Non, je ne dirais pas, c'est une surprise. Oh là là. Nous, on a l'auteur de ce featuring. On sait c'est avec qui. Et d'ailleurs, il est en ligne. C'est une surprise. C'est une surprise. Oui, et le monsieur en ligne, on va lui céder notre antenne. On ne va pas dire son nom. Tout simplement, vous le reconnaîtrez. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de votre position. Le gourou. Je suis Josman Joss, le Vladimir Poutine du showbiz. Je suis avec DJ Sam, le meilleur DJ de toute la diaspora. DJ Sam. On dit, sache qu'on est ensemble. Tout ce que je te demande, c'est l'humilité. Comme on le dit tantôt, l'humilité précède la gloire. N'aime pas le comportement de ton vieux père Joss, parce que moi, je suis un homme de caractère. Je suis compliqué. Personne ne me marche là-dessus. On dit, en tant qu'un artiste, doucement, et puis il faut avancer. Que Dieu te garde. Et puis, allez, bisous à tous les gars de P-Polémique. On est ensemble. Il y a beaucoup de gauches que les gars. Un clin d'œil aussi au grand frère Josman Joss, que vous avez sûrement reconnu. Bon, c'est pas avec lui à faire le featuring, ça on le sait. C'est Joss qui m'a ramené en France plusieurs fois. J'ai oublié de le dire pendant l'émission, parce que c'est mon vieux. Hein. Il aime les points, il faut qu'on lui donne ses points. Et c'est un gars de points aussi. Il a dit. Tu vas le trouver là-bas. Gourou, c'est Yves Emma, son boy là, c'est lui qui a fait qu'il a failli zapper. Oh, c'est mon bon vieux. Tu te reconnais dans ses propos, il parle d'humilité. Oui, Joss, il dit que moi j'ai qu'à être humble, non? Oui, oui, c'est bien. Il faut qu'on soit humble. Il a dit de ne pas faire comme lui. D'accord, il a répondu. Merci, c'est mon papa. Il faut qu'on soit humble. Donc, on va être humble. Merci infiniment d'être passé. Merci à vous aussi. Dieu vous bénisse. Ouais. Allez, on a les résultats du sondage à la question suivante. En décidant de mener sa carrière en France, Andy a-t-il fait le bon choix? Vous avez été comme d'ordinaire nombreux à répondre sur Facebook et Instagram et à 77% vous avez pensé que oui, Andy a bien fait de mener sa carrière en France. C'est votre choix, c'est votre avis et tout simplement, on s'y tient. Merci infiniment, Andy. Et puis, bonne chance pour la suite. Tu reviens quand tu veux. On aura hâte de te recevoir pour présenter cet album à nos téléspectateurs et internautes. Merci infiniment à l'équipe Plateau du jour. C'est le week-end. Allez-y, profitez de la vie. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir comme ça. Regardez-le, au revoir de Andy. Le revoir, merci Cédric et merci surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On se retrouve lundi de plus belle avec d'autres aventures. D'ici là, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, ça se gère entre vous et nous. Passez un bon week-end sur les antennes de la 3. Bye bye.